Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Je le disais, cela fait 6 mois jour pour jour que les forces russes ont débuté leur invasion de l'Ukraine. En tout cas, ont relancé leur invasion de l'Ukraine, puisqu'en 2014 déjà, discrètement, la Crimée, son coup férir, avait été annexée par des soldats russes, mais déguisés sans signe distinctif. 6 mois après, quelle est la situation sur le front? Un front qui se stabilise, nous dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky. On en parle avec notre invité, le général Dominique Trinquant. Bonjour, mon général. Bonjour. Le président ukrainien, je le disais, Volodymyr Zelensky, qui parle d'une stabilisation du front. Alors, on le rappelle, les Russes ne tentent plus de s'emparer de la ville de Kiev. Ils sont surtout positionnés dans le Donbass, où les bombardements continuent. Certaines attaques aussi, c'est-à-dire dans le sud-est de l'Ukraine. Également dans le sud du pays, au nord de la Crimée. La grande ville de Kherson est toujours tenue par les Russes, malgré des rumeurs d'une contre-attaque ukrainienne qui se fait attendre. Est-ce qu'on est dans une phase d'enlisement, une espèce de guerre de tranchées ? Alors, pas tout à fait. Je pense que les deux protagonistes, ukrainiens et russes, cherchent à obtenir des gains avant l'hiver. Donc, ça veut dire pendant le mois de septembre et d'octobre. Nous entamons bientôt, nous sommes à la fin du mois d'août. Dans le Donbass, les choses progressent très lentement sous la pluie de l'artillerie russe, mais elles progressent quand même. Par ailleurs, vous citiez Kherson. La zone de Kherson est essentielle pour l'Ukraine, puisque c'est la seule partie à l'ouest du Dniepr qui avait été conquise très rapidement dès le début du mois de mars par les Russes. Et là, les Ukrainiens ont réussi à couper une partie des forces russes qui sont dans cette région, de la rive est du Dniepr. Et en particulier, il faut noter que les PC qui étaient à l'ouest du Dniepr sont passés à l'est. Ça veut dire que les Russes se rendent compte du danger qui pèse sur les forces russes. Donc je pense qu'il y a ces deux mouvements antagonistes qui continuent, très lentement, mais qui continuent. On a parlé longtemps d'une offensive d'été dans un sens ou dans l'autre, en imaginant, à tort manifestement, que quand venait l'été, le sol était plus sec et qu'il était plus facile de conduire une offensive. Malgré tout, la progression russe réelle dans le Donbass, c'est quelques centaines de mètres en plusieurs semaines, c'est-à-dire 3 fois rien, malgré les dégâts considérables et le nombre de victimes. La contre-offensive ukrainienne qu'on attendait dans le sud, plutôt sur Kherson, pareil, est extrêmement lente. Pourquoi ? Eh bien, écoutez, vous aviez raison de parler du sol sec qui permet des offensives. Mais les offensives sont menées par des hommes. Or, ces hommes les ressources humaines des deux pays sont épuisées. Du côté des Russes, on sait qu'ils ont perdu quasiment un tiers de leurs effectifs, qu'ils ont beaucoup de mal à les reconstituer, puisque la mobilisation n'est pas annoncée en Russie, et donc ce sont des volontaires. Il y a beaucoup de mal à recruter les volontaires. Du côté des Ukrainiens, la réaction ukrainienne qui a été de se battre pour chaque pouce de terrain a été extrêmement sanglante pour les forces ukrainiennes. Ils ont perdu beaucoup de leurs forces formées, et donc maintenant ils doivent renvoyer au combat des forces qui ne sont pas encore tout à fait formées. Exactement. Et donc, il va y avoir besoin d'un peu de temps pour former ces forces et les envoyer de façon efficace au combat. Voilà les raisons pour lesquelles les offensives de l'été n'ont pas eu lieu avec la vitesse que beaucoup de gens attendaient. Donc si on vous suit, malgré tout, les forces en présence des deux côtés tentent de gagner du terrain avant l'hiver, ça signifie que ça bougera encore moins pendant l'hiver, en toute logique. Oui, probablement, les Russes, s'ils arrivent à gagner le territoire complet du Donbass, s'installeront en position défensive et les Ukrainiens ne seront pas en mesure de mener des offensives dans cette région-là pendant l'hiver. Et il faudra probablement profiter de l'hiver pour les Ukrainiens pour former justement les jeunes recrues, qu'elles puissent être formées au moment où des offensives seront lancées à partir du printemps et de l'été. Donc concrètement, à moins que l'une des deux forces décide de céder aux exigences de l'autre, ce qui paraît absolument impossible aujourd'hui, cette guerre durera encore 1 an. Ou au moins 6 mois de plus. Oui, probablement. Aujourd'hui, il n'y a pas de négociation envisagée. Le président Zelensky l'a dit lui-même. Oui. Il a dit, écoutez, laissons les Russes faire des propositions. Et les Russes ne sont pas prêts de faire des propositions. Donc aujourd'hui, on essaye de gagner le maximum pour éventuellement négocier en force. Mais aujourd'hui, je ne vois pas très bien quelle forme pourraient prendre les négociations. Quels sont les scénarios militaires les plus plausibles à ce stade de l'évolution du conflit, une fois que l'une des deux forces pourra recommencer à prendre l'initiative ?
Écoutez, compte tenu de ce qui est annoncé par l'Occident, que ce soit du côté des Européens ou des Américains, et c'était dans la bouche du président français également, soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. Ça veut dire, comme l'Ukraine a annoncé qu'elle veut reconquérir tout le territoire conquis, ça veut dire faire la guerre à outrance à la Russie. Et ça ne peut se faire que dans le temps. Donc comme vous annonciez pour un an, c'est peut-être pour plus longtemps que ça. Parce que tout dépendra aussi de la réaction en Russie. On voit que maintenant il y a des attentats qui ont eu lieu en Russie, qu'il y a des choses qui bougent en Russie. Est-ce que ce seront les plus extrémistes qui remporteront le morceau ou ceux qui pensent qu'il faut arrêter la guerre, comme l'écrivait un parachutiste russe il y a quelques jours dans son journal de bord? Et il va falloir voir l'évolution pendant l'hiver. Sachant qu'il faudra voir aussi l'évolution de la détermination occidentale et notamment française, parce que le président français peut toujours dire qu'on soutiendra, nous Français, jusqu'au bout les Ukrainiens dans leur effort de guerre. C'est à minima jusqu'aux prochaines élections, en tout cas, et qu'on ne sait jamais si l'opinion publique française peut se retourner et être lasse d'avoir, par exemple, les coupures de courant qu'on nous annonce cet hiver. Vous avez raison. L'important, ce sont les populations et les populations européennes et l'unité européenne. Est-ce que l'unité européenne se maintiendra malgré les difficultés? Il s'agit de savoir si nous sommes vraiment dans un combat stratégique contre une dictature que nous ne voulons pas voir afficher une victoire et donc continuer, ou bien si tout ceci est un peu superficiel et que l'important, c'est le pouvoir d'achat des Français. Comme disait Georges Bernanos, pourvu que le dernier tienne, à l'époque, il parlait bien sûr de l'arrière pendant la guerre de 14-18. Et c'est là que se réside effectivement notre résilience et notre capacité à soutenir cette guerre. Et les pacifistes, dans les années 30, disaient qu'ils ne mourraient pas pour Danzig. Est-ce que nous, on en arrivera à se dire qu'on ne coupera pas son chauffage pour Kiev? Ça, c'est aussi une autre question. Merci, Dominique Trinquant. Je vous en prie. Merci mon général. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales. Vous êtes aussi ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies. Que dit le concert des nations? Quel pays soutient quel pays? Qui est derrière la Russie? Il y a aussi un certain nombre de pays qui soutiennent les Russes, au moins officiellement d'ailleurs. On va en parler dans un instant avec nos deux invités sur Sud Radio. À 6 mois, jour pour jour, du déclenchement de cette guerre en Ukraine, l'invasion russe sur le territoire ukrainien. On sera avec nos deux invités, Emmanuel Dupuis et Patrick Martin-Genier. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio Midi, Jean-Marie Baudry. La fin du temps de l'abondance. Soutenons l'Ukraine jusqu'au bout. Les puissances européennes qui affichent leur unité derrière l'Ukraine attaquée depuis 6 mois jour pour jour par la Russie et par l'armée russe. On en parle avec nos deux invités. Patrick Martin-Genier, bonjour à vous. Bonjour. Enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des questions européennes. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Emmanuel Dupuis. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, consultant dans le domaine de la défense et de la sécurité de l'armement, président par ailleurs de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Je le disais, un certain nombre de pays continuent à clamer haut et fort effectivement leur soutien à l'Ukraine, soit par des dons, soit par des paroles, soit par des dons d'ailleurs d'argent ou d'armement. Qui sont d'abord, et ça c'est la première question que j'aimerais vous poser, Emmanuel Dupuis, les pays qui soutiennent la Russie? Parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Déjà, il y a 5 pays qui ont refusé de sanctionner la Russie au moment où l'ONU s'est mobilisée le 2 mars dernier. Sur 141 pays qui avaient voté pour dénoncer l'agression russe, 5 donc se sont montrés solidaires. Évidemment, c'était attendu. La Syrie, la Corée du Nord, la Biélorussie, la Russie et puis l'Érythrée. Et puis il y a des pays qui se sont abstenus de critiquer l'invasion russe. Un certain nombre de pays, 35, n'ont pas voulu dénoncer la position donc d'agresser. Qui était dénoncer la position d'agression de la Russie et donc se montrer solidaire de la position agressée de l'Ukraine. Et puis il y a des pays qui n'ont pas voulu participer au vote, d'une certaine façon, montrant leur volonté de ne pas fustiger l'amitié ou courroucer la Russie. En l'occurrence, 12 pays n'ont pas participé au vote, et en l'occurrence un certain nombre de pays qui entretiennent des relations économiques, j'allais dire, émergentes. D'ailleurs, ces pays font partie de ce qu'on appelle le monde émergent. Ils appartiennent d'ailleurs dans une catégorie qui ne cesse de s'élargir. Et d'une certaine façon, je réponds
plus précisément votre question, la Russie fait partie, aux côtés de l'Afrique du Sud, aux côtés du Brésil, aux côtés de la Chine et de l'Inde dans ce monde de l'émergence, auquel s'associent désormais 2 pays qui veulent y rentrer, la Turquie et l'Algérie. Vous avez à peu près là les grands pays, les grandes puissances qui ont refusé de sanctionner la Russie. Autant de pays qui permettent d'ailleurs à la Russie d'arriver à boucler ses fins de mois malgré les dures sanctions occidentales. Patrick Martin-Genier. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, je pense que les sanctions occidentales, contrairement à ce qu'on avait dit au début de ce conflit, commencent aujourd'hui à être efficaces. On le voit bien, même s'il n'y a pas de transparence des médias, il y a des difficultés sur les produits de première nécessité. Je lisais récemment, et ce n'est pas, je veux dire, neutre, que des magasins, pour ceux qui ont connu l'Union soviétique comme moi, des magasins pour personnes privilégiées du régime pouvaient avoir tous les produits, tandis que pour les habitants ordinaires, eh bien, les magasins commençaient à manquer de produits. Il y a de l'inflation, ça devient de plus en plus cher. Ouais. Et enfin, c'est vrai que je pense qu'il y a un impact aujourd'hui également sur les produits de nouvelles technologies, de fines technologies, de la technologie avancée, notamment pour remplacer des pièces sur les armements, notamment les chars qui sont envoyés en Ukraine, les armements sophistiqués qui sont envoyés en Ukraine. Le fait qu'il y ait un embargo total sur des produits technologiques qui contribuent à effectivement à alimenter les armements me semble efficace. Maintenant, il y a un autre aspect qui est un peu moins efficace, effectivement, on le dit, c'est l'embargo sur le gaz et sur le pétrole. On a bien vu que rien n'empêche aujourd'hui les Russes de diminuer l'approvisionnement à travers les différents pipelines, notamment à travers le pipeline Nord Stream 1, qui, comme vous savez, a été réduit à 40% et encore moins en début d'été, et que les recettes vont pouvoir continuer à augmenter grâce à d'autres partenaires commerciaux, notamment la Chine, la Corée du Nord. Et donc, aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas, s'agissant de l'énergie, d'impact à court terme sur les recettes, sur le pétrole et le gaz naturel. En d'autres termes, les Russes arrivent encore à écouler leur gaz et leur pétrole, quoi qu'il arrive. En revanche, effectivement, le fait de se détourner de la consommation du gaz ou du pétrole russe permet aussi de se débarrasser à terme d'un moyen de chantage, un moyen de pression du Kremlin sur les pays occidentaux. Patrick Martin-Genier. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est un chantage extraordinaire sur les économies occidentales. Et Vladimir Poutine est un stratège. Il est capable de dire, je sais que les pays européens sont divisés, je sais que s'agissant des sanctions, ils n'ont jamais été d'accord. Emmanuel Dupuis citait la Hongrie. La Hongrie, effectivement, n'est pas d'accord avec les sanctions. Et d'ailleurs, il est prévu que M. Orban, le Premier ministre, se rende à Moscou après son ministre chargé de l'énergie. Il en va de même sur l'interdiction totale de visa pour les citoyens russes. Les ministres doivent se réunir le 30 août et on sait que certains États, dont l'Allemagne d'ailleurs, sont opposés à un embargo total pour les visas s'agissant des Russes. Donc, effectivement, l'Europe hésite encore. Question qui est très importante, à laquelle tout le monde prétend avoir la réponse. La Russie, évidemment, dira toujours que les sanctions occidentales coûtent plus cher à l'Occident qu'à la Russie. Les partisans, d'ailleurs, de Vladimir Poutine, y compris en France et sur les réseaux sociaux français, continueront à dire, effectivement, que ça nous coûte plus cher que ce que ça coûte aux Russes. Et que d'ailleurs, nous, on voit tous les jours les conséquences de ces sanctions, notamment avec le prix de l'énergie. Est-ce que ça coûte vraiment plus cher à la Russie qu'à l'Occident, ces sanctions, Emmanuel Dupuis? Écoutez, si on en croit la gouverneure de la Banque centrale russe, oui, durant les 6 derniers mois, la Russie s'est trouvée en position déflationniste. Si l'on en croit les analystes qui regardent scrupuleusement l'impact sur le pouvoir d'achat des Russes, la contraction du PIB russe avoisine à peu près les 11%. Il est utile de rappeler que la contraction du PIB ukrainien atteint 40%, une diminution de 40%. Donc ça, évidemment, montrer qu'il y a un impact sur les deux. Néanmoins, il y a effectivement un impact tout à fait réaliste, et en tout cas tout à fait évident, c'est que si la Russie cherche de nouveaux partenaires, ou en tout cas cherche de nouveaux clients, de nouveaux acheteurs, que ne peuvent plus être les pays européens, puisque Gazprom, depuis maintenant quelques semaines, a décidé de fermer le robinet de l'ensemble de ses clients européens. Et dans la perspective, donc pour l'instant, qui est une
envisagé de fermer, de recourir à dans une moindre capacité à l'accès à l'énergie russe, en l'occurrence la diminution de 15% du gaz promis à la fin de l'année. Mais néanmoins, il y a une réalité économique qui est imparable, c'est que si la Russie offre à de nouveaux clients que sont l'Inde, que sont la Chine, des volumes à peu près équivalents à des tarifs préférentiels, elle peut tenir, bien sûr, mais évidemment, il est beaucoup plus perturbant ou beaucoup plus handicapant de vendre un baril à 25 ou à 30 $, que le prix du marché. Et que la Russie peut tenir à temps, mais pas sur le long terme. Et ça, c'est toute la question d'ailleurs. Combien de temps ce conflit peut durer, ce bras de fer diplomatique entre l'Ukraine, évidemment, et la Russie, mais surtout entre l'Occident et la Russie, Patrick Martin-Jeunier? Écoutez, ce conflit est parti pour durer. La guerre en Ukraine a commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée. Et vous avez vu que les forces russes sont harcelées en Crimée également. Le président Zelensky vient de dire que cette guerre a commencé en Crimée, elle se terminera en Crimée. Il a encore déclaré à l'occasion du 31e anniversaire de l'indépendance qu'il était hors de question que les autres États négocient pour lui et que la seule solution, c'était que les Russes s'en aillent. Les Russes ne veulent pas s'en aller. Volodymyr Zelensky est tout à fait légitime de vouloir récupérer l'intégralité de son territoire, sa souveraineté nationale. Et donc, comme les Russes ne veulent pas partir et que les Occidentaux ne veulent pas intervenir militairement, il est faux de dire que ce conflit va se terminer là au mois d'août ou devrait se terminer au mois de décembre parce qu'il va y avoir l'hiver. Non, personne ne le prétend d'ailleurs. Pour durer. Oui, et ça va durer, ça va coûter très cher. Et du coup, je vous repose ma question, Patrick Martin-Jeunier. Combien de temps un pays comme la France peut tenir politiquement ou économiquement dans un tel bras de fer économique? Oui, c'est vrai que ça devient très dur pour les populations occidentales. Alors ce sera toujours moins dur que pour les Ukrainiens qui vivent sous les bombes et qui sont envahis, évidemment. Oui, mais vous savez, nous sommes en démocratie, il y a aussi des gens qui souffrent et donc qui vont souffrir de ces privations, d'augmentation du coût de l'énergie. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Royaume-Uni. Et donc, pour la première fois depuis 40 ans, on a une ampleur inédite des mouvements de grève au Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce que le gouvernement britannique refuse de bloquer le prix de l'énergie, alors que tel n'est pas le cas en France. Donc ça va durer. Et Emmanuel Macron nous l'a rappelé encore aujourd'hui et à Bormes-les-Mimosas à la fin du mois d'août, il nous a dit la liberté a un coût, elle a un prix. Donc effectivement, nous allons devoir en subir les conséquences. La France, comme les autres pays, doit faire preuve de résilience, mais nous sommes en démocratie, ce qui veut dire qu'effectivement, il y aura un débat et que cela peut être effectivement être synonyme d'un automne assez mouvementé peut-être. En tout cas, d'un débat politique qui va continuer à enflammer, à déchaîner les passions, et ce qui est tout à fait logique d'ailleurs, Emmanuel Dupuis. En gros, on est dans un bras de fer. Oui, on est dans un bras de fer politique, mais pas seulement qu'en France. Cela concerne aussi d'autres pays européens où la question sera prégnante, et notamment avec un automne particulièrement compliqué. Ouais. Il y a des élections législatives en Italie qui verront sans doute une nouvelle première ministre, Giorgia Meloni, être beaucoup plus conciliante vis-à-vis de Vladimir Poutine. On le sait, il y a quelques semaines est tombé le gouvernement pro-européen en Bulgarie. D'ailleurs, la Bulgarie a dit qu'elle était désormais prête à renégocier ses tarifs avec Gazprom et d'une certaine façon en allant à Canossa et donc contrevenant donc à ces sanctions que l'Union européenne a érigées contre la Russie. Et bien évidemment, c'est également le cas de la Hongrie, ça a été rappelé par Patrice. Le Premier ministre Viktor Orban va se rendre en Hongrie prochainement, et on le sait, la Hongrie a d'ores et déjà acheté 700 000 barils de pétrole à la Russie. À la Russie, effectivement. Donc tout l'enjeu sera aussi l'unité de l'Union européenne. Alors vous parliez de la favorite, et c'est pas encore terminé, des élections générales en Italie pour le mois de septembre. Il s'agit effectivement de Giorgia Meloni du parti Fratelli d'Italia, qui est un parti d'extrême droite. Elle a quand même pris parti ouvertement et très clairement pour l'Ukraine dans ce conflit contre la Russie. En tout cas, c'est un bras de fer qui va se poursuivre. Malheureusement, d'abord pour les civils de part et d'autre, parce que ces combats vont continuer. Merci à tous les deux d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Emmanuel Dupuis, consultant dans le domaine de la défense, de la sécurité, de l'armement, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, l'IPSE. Merci à vous, Patrick Martin-Jeunier.
Merci. enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste des questions européennes. Restez avec nous sur Sud Radio. La suite de votre journée, on va faire une trêve, si j'ose dire, parler un petit peu de culture, parler un petit peu de musique. Aujourd'hui, Jacques Pessis, en compagnie de son invité Carole Amiel, rend hommage à